Voilà, donc maintenant nous allons attaquer le NAT pour Network Address Translation. Excusez-moi pour l'accent, voilà. Alors, les problèmes. Le NAT vient répondre à deux problèmes majeurs. Donc le premier problème, c'est la pénurie d'adresses IP sur Internet codées sur 32 bits, soit 2 exposants 32, environ 4 milliards d'adresses, et accéder à Internet en utilisant des adresses IP privées. Pour le premier problème, pénurie d'adresses IP, vous en avez sûrement entendu parler, c'est l'IPv4 qui sera ou qui commence, enfin depuis quelques années maintenant, qui est remplacé par l'IPv6. Donc là pour le coup on n'aura plus de problème de pénurie d'adresses IP. Donc après vous pouvez dire ouais 4 milliards d'adresses, bon ça va, on a le temps de voir venir. Bah, pas tant que ça parce que regardez si vous avez une adresse IP publique au niveau de... Alors je dis adresse IP publique, je vous expliquerai ce que c'est adresse IP publique après, mais vous avez une adresse IP sur votre box, vous avez une adresse IP sur votre smartphone, quand vous êtes connecté en 3G, 4G, pas par l'intermédiaire de votre box, hein, j'entends bien. Si vous avez une tablette avec un abonnement 3G, 4G, pareil, vous avez une adresse IP sur Internet. Ça fait déjà 3 adresses. Si vous avez d'autres smartphones dans la famille, donc ça fait autant d'adresses IP que de smartphones. Donc vous voyez que pour une famille, pour un foyer, vous avez déjà plusieurs adresses IP utilisées. Donc voilà, le NAT va pouvoir résoudre ce type de problème. Et le NAT va pouvoir vous aider à vous connecter à Internet via donc depuis une adresse IP privée vers Internet grâce à la technique du NAT. Le principe, c'est de remplacer l'adresse IP source privée, donc adresse IP source privée, par une adresse qu'on appelle publique. Donc, dès qu'on parle d'adresse IP publique, ça veut dire que votre adresse IP est connectée et visible d'Internet. Ça veut dire que votre box ADSL à la maison, elle a une adresse IP publique qui peut être fixe comme non fixe, donc dynamique. Mais en attendant, cette adresse IP, elle est vue d'Internet. Ça veut dire que n'importe qui peut potentiellement communiquer avec votre adresse IP publique, peut faire des choses sympas comme pas sympas, voilà, donc il faut faire attention à ce que l'on fait avec son adresse IP publique, mais en attendant, elle est connectée à Internet. Deux types de NAT, il y a le NAT dynamique, on va associer une adresse privée à une seule adresse publique, on économise donc des adresses, et statique, on fixe une adresse IP publique pour chaque adresse privée, on économise donc rien du tout. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est le premier, c'est le NAT dynamique. Fonctionnement du NAT dynamique. Changer l'adresse IP source dans un paquet envoyé sur Internet pour y mettre une adresse IP publique du routeur qui fait la liaison entre notre réseau privé et Internet réseau public. Donc, par exemple, là, vous avez des ordinateurs, rappelez-vous du type de schéma que je vous avais expliqué l'autre jour. Donc, vous avez le trait qui vous représente le réseau, donc un réseau qui est 192.168.0.0/24. /24, rappelez-vous, c'est 3 fois 255 0. Ça veut dire que ce serveur ou cette station de travail a comme adresse IP 192.168.0.1 et .0.2. 0.254 pour le routeur. Ce même routeur a lui-même une adresse IP publique, donc une adresse IP qui, elle, est visible d'Internet. Ça veut dire que les ordinateurs, alors j'aurais pu représenter les smartphones, des tablettes, tout ça, mais tout ce qui va se connecter à Internet va se connecter à Internet par l'intermédiaire de cette box, donc ça tout le monde le sait, il n'y a pas de problème, et va se connecter en disant mais j'arrive avec cette adresse IP publique. Donc en gros, tous les ordinateurs, tous les smartphones, tablettes qui vont se connecter depuis le réseau local, privé, sera visible avec cette même adresse IP publique. Le problème, c'est que quand Internet va me répondre, quand le site Internet va me répondre, comment le routeur va faire la distinction entre lui ou une autre machine. Puisque lui, par exemple, s'il se connecte sur Google, donc il va faire une requête HTTPS, parce que Google est en HTTPS, port 443, il va faire une requête sur le port 443 sur Internet, et le site de Google va répondre sur cette adresse IP publique, et comme il sait, alors là j'ai déjà anticipé sur la réponse, mais en fait comment il va identifier cette machine par rapport à une autre? Eh bien par le numéro de port.
puisque lui, il a fait une requête sur le port 443 sur une IP publique. Donc quand il va répondre sur cette adresse IP publique et sur le numéro de port en question de cette machine. La table NAT. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le routeur va avoir une table NAT. Lorsque le routeur reçoit une demande de connexion vers l'extérieur, il renseigne une table NAT pour la réponse au client. On a d'un côté les informations sur le réseau local et de l'autre des informations à la sortie de la box, après que le NAT ait eu lieu. Alors, j'explique. J'ai une machine qui a comme adresse IP 192.168.0.1 qui va se connecter sur cette adresse IP publique. Il va utiliser comme port source le port 10277 et comme port destination le port 80. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette machine, typiquement, elle va se connecter à un serveur web, puisque le port 80, c'est le port HTTP. Qu'est-ce que va faire le routeur? Il va translater l'adresse IP privée qui n'est pas connue d'Internet par sa propre adresse IP qui est, elle, publique et qui, elle, est visible d'Internet. Et donc, du coup, le site Internet, lui, qu'est-ce qu'il va voir comme adresse IP? Il va voir l'adresse IP publique de votre box ADSL. Donc, par exemple, quand vous allez sur Internet et qu'on vous dit vous avez telle adresse IP publique, enfin, vous avez telle adresse IP, en fait, c'est l'adresse IP de votre box, si vous êtes connecté derrière votre box. Si vous êtes dans votre entreprise et que vous allez sur Internet et qu'on vous dit vous avez telle adresse IP, finalement, c'est l'adresse IP de la connexion Internet de l'entreprise. Et quelle que soit la machine dans le réseau privé, quelle que soit cette machine, quand vous allez sur Internet, vous serez tous visibles avec la même adresse IP publique. La seule chose qui va vous différencier d'une autre machine, c'est le numéro de port source, numéro de port destination. C'est ce couple-là qui va vous différencier par rapport à une autre machine. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire la distinction entre les deux. Entre deux requêtes au niveau de la couche 4. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a une seule information qui est changée, c'est l'adresse IP source. Adresse IP de destination, on ne va pas la changer, puisque sinon il va y avoir un problème. Sinon on ne va pas se connecter sur le bon site. Le port source, on ne va pas le changer, puisque voilà, il n'y a pas à le changer. Et puis le port destination, encore moins, puisque si on change le port destination, voilà, il va y avoir un problème, puisqu'on veut se connecter sur un serveur HTTP. Si le routeur me change de port destination, je ne vais plus me connecter sur de l'HTTP, je vais me connecter sur autre chose. Donc, il va y avoir un problème. Voilà. Donc au niveau de la table NAT, j'en dirai un peu plus dans un prochain TD. Je vous donne juste quelques pistes. Imaginons qu'on ait une deuxième machine qui veuille se connecter sur la même adresse IP de destination et qui utilise malheureusement le même numéro de port source et forcément le même port de destination. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir le routeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste changer l'adresse IP source. Donc on va se retrouver avec deux lignes complètement identiques. Donc ça, j'expliquerai dans un TD comment le routeur peut pallier à ce type de problème. Donc je vous avoue que la probabilité que deux stations au même instant se connectent sur le même site et qui utilisent le même port source, la probabilité est très faible, mais ça peut arriver. Donc dans l'éventualité où ça arrive, il faut trouver une solution. Alors, je vous ai expliqué la technique du NAT qui va vous permettre du réseau privé à vous connecter sur Internet. Il y a une autre technique qui s'appelle le port forwarding qui consiste à rediriger un port de notre routeur vers un port donné sur une machine locale. Exemple, sur le routeur, tout paquet arrivant sur son port 80 devra être redirigé vers la machine d'adresse 192.168.0.1 sur le port 80. Imaginons que vous vouliez monter un petit serveur web chez vous à la maison et que vous voulez que ce serveur web soit joignable depuis l'extérieur. Il faudra dans votre routeur renseigner une table de port forwarding où on dira, voilà, s'il y a des gens qui se connectent sur le port 80, je vais les envoyer vers mon adresse IP privée pour qu'ils puissent se connecter depuis l'extérieur. Il va y avoir donc une table de port forwarding avec adresse IP externe. Donc ça, c'est l'adresse IP de votre box ADSL en disant quand on se connecte sur cette adresse IP, sur le port 80,
tu renvoies la requête vers une adresse IP en local sur le port 80. Alors je vous avoue qu'il y a d'autres informations possibles dans une table de port forwarding. Ça dépend du type de routeur. On pourrait très bien imaginer la source en disant j'autorise tout le monde. Voilà, toutes les adresses IP publiques du monde, je les autorise à se connecter sur mon adresse IP publique de manière à ce que la requête, je l'envoie sur une adresse IP locale. On pourrait très bien figer une source en disant je n'autorise que cette adresse IP à se connecter sur mon adresse IP publique. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Par exemple, moi dans ma vie professionnelle, ça m'est arrivé de paramétrer des routeurs ADSL dans des succursales, et pour se connecter à distance depuis le bureau, eh bien j'autorise que l'adresse IP publique du bureau à se connecter sur le routeur ADSL. Ça évite d'une part que l'adresse IP soit visible de n'importe où, et d'autre part des personnes mal intentionnées d'essayer de se connecter sur le routeur ADSL. Ainsi, toute personne accédant à notre adresse IP publique sur le port 80 sera automatiquement redirigée vers le serveur web local. Si vous avez plusieurs services sur votre réseau local, comme un serveur FTP, vous pouvez tout à fait les rendre joignables depuis l'extérieur du réseau. Chacun sera joignable sur un port particulier. Ça veut dire que si vous voulez monter également un serveur FTP, vous pouvez très bien le faire en disant voilà, quand on se connecte sur l'adresse IP publique, donc c'est toujours la même, sur le port TCP correspondant au FTP, eh bien tu reroutes cette requête FTP vers une adresse IP locale et sur un numéro de port local. Alors, ça peut être la même machine en interne, du moment c'est un autre numéro de port, bien évidemment. Par contre, on pourrait très bien dire moi j'ai pas trop envie d'ouvrir le port 80 sur mon routeur parce que c'est un peu dangereux, port 80 c'est très connu. Vous pouvez très bien dire tiens, je vais utiliser un autre port moins connu. Alors je vais dire 80-80, mais bon, c'est vrai que c'est un peu trop connu aussi, donc il faudrait utiliser un autre numéro de port, mais là c'est pour l'exemple. Donc imaginons qu'on utilise le port 80-80, eh bien il faudra au niveau du client dire tu te connectes sur le port 80-80. Par contre, la requête sera toujours envoyée sur le port 80 sur l'adresse IP locale de ma machine. Voilà. Donc on peut au niveau du port forwarding faire énormément de choses. Par contre, si mon adresse IP locale utilise un serveur web sur un autre port que le port 80, là il faudra aussi modifier le numéro de port. Voilà. Donc c'est terminé au niveau de la couche 4 du modèle OSI, la couche application. Donc ici s'achèvent les cours au niveau des réseaux informatiques, au niveau du modèle OSI. Une dernière vidéo traitera des services réseau. Alors les quelques services réseau qui existent, il y en a beaucoup et moi j'en traite pas beaucoup, voilà, comme toujours. C'est les vidéos YouTube pour les feignants, enfin surtout pour celui qui les crée. Voilà, l'idée c'est de vous présenter quelques services réseau les plus connus. Je peux vous les nommer, il y a DHCP, DNS, voilà. Je vais vous expliquer brièvement à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Mais en attendant, pour le modèle OSI, c'est terminé. C'est-à-dire que les autres couches du modèle OSI, je n'en parlerai pas, du moins pour le moment, puisque c'est pas l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est vraiment de vous donner des pistes, des éléments pour bien comprendre les réseaux informatiques et de bien comprendre les communications entre une source et une destination. Voilà, je vous invite à mettre des commentaires, à poser des questions, à dire si vous aimez ou pas cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et toujours pareil, n'hésitez pas à toujours poser des questions et à dire ce que vous pensez des vidéos. Voilà, excusez-moi, je suis un peu fatigué là. Au revoir, merci.